Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de C'est quoi ton livre ? Aujourd'hui, avec Apolline, Lucie et Marie, on vous présente nos lectures réconfortantes. Alors avant tout, peut-être qu'on va se présenter en vous donnant une petite anecdote. Apolline, qui est en face de moi, tu as un grand sourire, une belle anecdote à nous raconter, j'en suis sûre. Oui. Alors, coucou les filles, moi je suis trop contente parce que hier j'ai trouvé ma directrice de mémoire, ce qui m'assure potentiellement en vrai une petite place en master. Pas dégueu. Ouais, et justement c'est plutôt actuel parce que ça va être un mémoire sur le podcast. Waouh. Ouais. Je pourrais le faire lire à Télé-Sorbonne si jamais ça se concrétise. Mais du coup voilà, je suis très contente. Moi, écoute, anecdote beaucoup moins fun, c'est le début, c'est la rentrée. J'ai appris hier que mon cours d'espagnol allait être déplacé, du coup, tout mon emploi du temps est chamboulé. Donc, je sais pas ce qui va advenir de mon mercredi. Ah non. C'est horrible. Ça. Ah oui, t'es à la fac et donc t'organises tous tes cours comme tu veux. En plus, c'est fermé là, l'IP Web depuis hier. Oui, donc voilà mon anecdote fun de cette semaine. Bon courage. Merci. Ça va aller. On va survivre. Et toi, Marie ? D'accord, j'ai une histoire ici concernant l'espagnol. Parce que le semestre dernier, je n'ai jamais eu cours, parce que notre prof était malade pendant tout le cours. Et donc, hier aussi, j'ai eu mon premier cours d'espagnol. Oui, de l'année. De l'année ? Oui. Ok, c'est cool parce qu'on est vraiment en février. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Vraiment mon niveau. Ah wow. Donc oui, mais ça va. J'espère que ça va aller. Maintenant, j'ai une autre prof et donc... Peut-être, je vais apprendre l'espagnol ce semestre. Toi aussi, j'espère. On espère. On est là, en tout cas. Le futur podcast en espagnol. Oh, waouh. Oui, et toi, raconte-nous. Mon anecdote, elle remonte il y a 2 semaines. Je devais rentrer sur Paris. Et j'arrive en retard à la gare. J'arrive à la gare à 16h59. Il faut savoir que mon train part à 17h. Très ponctuel. Et je sors de la voiture de ma maman. J'ai ma banane de soirée. Il y a vraiment marqué au PCO, à savoir le nom d'un bar. Pécho, il n'y a pas besoin d'explication. Et dodo. Ah waouh. Mon sac à dos. Mon chat dans sa caisse de transport. Et je cours dans la gare comme une tarée. J'arrive sur mon quai et le train est à quai. Chose inimaginable, hein, quand même, il est 17h. Et là, je frappe à une porte et je dis, mais ouvrez-moi, ouvrez-moi. Et là, il y a un mec qui se retourne, il y a un chef de gare qui se retourne et qui me fait non. Trop tard, alors que vraiment, le train était à quai. J'étais là, frérot, c'est pas ouf. Donc vraiment, je tape à m'en faire des bleus aux phalanges. Et le train, 30 secondes après, est parti sous mon nez. Alors qu'en fait, j'étais arrivée à 17h et ils n'ont pas voulu m'ouvrir. Une belle journée qui finit vraiment... Et le lendemain, je me suis levée à 5h50 pour avoir mon train. Et cette fois-ci, je l'ai eu. Pour rentrer sur Paris. Pour la rentrée. Voilà, on fait des anecdotes de rentrée. Et on a une autre anecdote commune. C'est la deuxième fois qu'on tente de tourner cet épisode. Parce que la semaine dernière, on s'est retrouvés au même endroit. Et on a tout commencé à... On était toutes prêtes avec notre plan, nos livres, nos micros. Et en fait, il n'y avait pas de carte SD. Donc, on a juste passé une demi-heure à essayer de chercher des disques durs, des câbles. Il n'y a rien qui marchait. Personne ne pouvait nous aider. Donc, on a finalement... on est rentré bredouille. Exactement. Même YouTube n'a pas pu nous aider avec ses tutos magiques. Et pourtant, on en a regardé des vidéos. Ceci dit, nous revenons pour un nouveau tour. Nous revenons pour vous parler de nos lectures réconfortantes. Alors pour vous les filles, qu'est-ce que c'est un bouquin réconfortant ? Marie, pour toi, à quoi est-ce que tu penses immédiatement quand je te parle de lecture réconfortante ? Je pense pour moi, c'est premièrement quelque chose qui peut m'élever l'humeur. Donc quand j'ai... je sais pas, je suis triste et tout ça, mais aussi étant dans la fac de lettres, je pense, je sais pas si c'est le même pour vous, mais quand on analyse beaucoup des livres, c'est très difficile de les regarder les mêmes quand tu lis pour toi. Oui. Et donc pour moi, le livre réconfortant, c'est quelque chose d'autre. Donc quelque chose que j'ai pas lu à la fac. Oui, et donc c'est pourquoi beaucoup de livres que j'aime comme confort, j'ai lu avant la fac. Parce que maintenant, je lis seulement pour la fac. Donc, oui, c'est ça. Et pour vous ? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un livre où on retrouve un esprit un peu, un petit cocon. Donc, j'aime bien les histoires où il y a des familles, où il y a
J'aime bien parfois un petit côté hivernal, une petite humeur chaleureuse, on va dire. En mode Et c'est plaid, chocolat chaud. C'est ça, ça aussi. le livre dans lequel tu te plonges pour, pareil, comme disait Marie, oublier un petit peu tout le reste. Et ça te plonge dans un autre univers et tu penses à autre chose. Et tu as une autre famille, d'autres amis, mais fictifs, on va dire. Donc, ouais, quelque chose qui te fait oublier un peu le quotidien. Moi, c'est particulier parce que, de base, j'aime vraiment pas relire mes livres. Moi, souvent, un livre réconfortant, c'est un livre que, par exemple, le livre dont je vais vous parler, que j'ai lu plusieurs fois. Mais je pense que c'est vraiment un des seuls livres que j'ai réussi à relire parce que... Faut la patience. Faut la patience, c'est ça. Et il y a tellement de livres que j'ai envie de lire. Donc, c'est vraiment genre, je pense que j'ai genre 1 ou 2 livres réconfortants, justement parce que j'ai du mal à me replonger dans quelque chose que j'ai déjà lu, me remettre dans 500 pages dont je connais l'histoire. Les passages, je les ai déjà... Enfin, ils ont déjà fait écho en moi, etc. Et ouais, du coup, c'est un peu cette ambiance de... Il y a un livre qui m'a marqué et je peux le relire parce qu'il va faire écho aussi à une époque à laquelle je l'ai lu, qui me rappelle aussi des souvenirs, etc. Et c'est ta Madeleine de Proust. C'est vraiment ma Madeleine de Proust, vraiment. Les références littéraires, là. Mais ouais. Les gens vont se dire, mais quelle petite nana littéraire, là. Mais vraiment. Comme toi, moi aussi, j'ai ce côté, c'est un des seuls bouquins que je peux relire. Je vais avoir la patience de le relire, mais moi, je l'associe plus à une dimension enfantine. Le côté, le conte que tu avais l'habitude de lire quand tu étais petit. Et moi, c'est vraiment une histoire assez courte, souvent avec... c'est Le Petit Prince, en fait. Oui. C'est vraiment un petit peu la lecture réconfortante de tout le monde. Je pense tout le monde en a entendu des passages quand tu étais enfant. Et à chaque fois que tu le relis au fur et à mesure de ta vie, tu as des interprétations diverses. Ouais, de ouf. Et la langue est belle, elle est simple, elle est pure. Et ça te ramène un petit peu à une littérature sans prétention et sans artifice, parce que c'est vrai que dans le domaine des lettres, c'est un peu qui aura lu le bouquin le plus phénoménologique. Ça, c'est sûr. C'est un peu ça. Mais ça, c'est vrai que justement, par rapport au Petit Prince, toi, tu as cette... c'est la différence par rapport aux autres livres qu'on va présenter, c'est que je trouve que, justement, entre guillemets, la philosophie derrière le livre, elle évolue avec, selon l'âge à laquelle tu le lis. C'est vrai, oui, tout à fait. Donc, c'est un livre qu'on a, je pense, toutes lu assez jeune, ou tôt, qu'on a étudié petite. Et si on le relit maintenant, comme tu as dit, les passages, tu les vois tellement différemment. C'est ça qui fait un peu la force de ton livre. Et vous, justement, quand est-ce que vous les avez lus, ces bouquins, et quand est-ce que vous avez tissé un lien particulier ? Alors, pour ma part, je m'en souviens très bien, c'est parce qu'on avait quelque chose quand j'étais en CM2, c'était on devait présenter un livre devant toute la classe. Alors, c'est pas le livre que j'ai présenté, c'est le livre qu'une amie à moi avait présenté et elle me l'a prêté après. Du coup, donc, mon livre, c'est Les 4 filles du docteur March. Et donc, c'est un livre que j'ai découvert à cette période fin primaire et que j'ai redécouvert, on va dire, cet été. Et ouais, ça m'a un peu fait un throwback in time, donc c'était assez agréable de ce point de vue-là. Et ouais, j'ai pu redécouvrir les personnages que, en même temps, j'avais pas perdu de vue totalement parce qu'il y a des adaptations cinématographiques qui sont sorties entre-temps. Mais ouais, c'est un livre qu'en soi, j'avais lu déjà il y a longtemps. Donc, un peu comme toi, Camille, il y a un petit lien avec le passé, on va dire. On est des nostalgiques. La nostalgie. Ah, mais ça, c'est clair. Moi, je pense que j'avais 14 ans quand j'ai lu... mon livre, c'est Orgueil et préjugés. J'ai lu ça en traduction. Et après, ça m'a poussé beaucoup d'apprendre l'anglais pour être capable de lire ça en... Oui, parce que je pense qu'on perd beaucoup dans la traduction. Et avec Jane Austen, beaucoup, parce que je pense que dans sa plume, dans les mots qu'il utilise, il y a beaucoup d'ironie et ils sont liés à la langue anglaise. Donc, effectivement, que les traductions sont très, très bonnes aussi. Et je suis ravie qu'il existe. Oui, parce qu'autrement, la vie serait très, très difficile. Mais oui, et après, je pense que je ne relis pas tout le bouquin, mais je relis les passages que j'aime particulièrement. Et ça m'aide beaucoup. Et oui, j'ignore toutes les autres parce que oui, ça prend beaucoup de temps, effectivement. Et quand je suis triste, je ne veux pas lire toutes le début de livre. C'est long. Il est long. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça pour moi. Moi, je l'ai lu en seconde. Ah, c'est récent, mine de rien. Oui. En fait, j'avais cherché les 100 livres à lire avant de mourir, un peu le truc basique pour lire des classiques ou quoi. Et c'était un des premiers livres qu'on proposait. Du coup, moi, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Et donc, je l'ai lu. Et vraiment, ça a été un coup de cœur. Je l'ai adoré.
Et ce qui est drôle, c'est que j'ai dû le lire, je pense, janvier-février. Donc Tu l'as pareil. lu en anglais ou en Non, français? je l'ai lu en français en premier. ouais. Donc justement, là, j'ai eu ma première attache parce que je comprenais vraiment la première lecture. Vraiment, tu t'apprivoises les personnages, l'histoire, etc. Je l'ai lu en plus, on devait être je pense, les vacances de février. Donc pareil, il fait froid, il y a un peu ce côté réconfort. Et en septembre, je suis rentrée en première en littérature anglaise. Et ma prof avait choisi ce livre à étudier. La vie est bien faite. Oui. Mais vraiment, en plus, moi, je l'avais déjà lu, du coup, j'ai pu le relire en anglais. Et justement, comme tu dis, Marie, pouvoir déceler l'ironie ou le fait d'avoir une seconde lecture dans la langue originale en plus, et de l'étudier pendant presque 1 an. On s'attardait vraiment sur les passages, etc. Ce qui fait que pendant vraiment longtemps, j'ai eu ce livre sur ma table de chevet. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai cette petite attache, c'est que je l'ai lu 2 fois. Je l'ai relu plus tard aussi, mais où je l'ai vraiment étudié. Et du coup, j'ai pu apprendre vraiment de manière très approfondie, quoi. Oui, tu as une approche intellectuelle aussi. Vraiment, voilà, il y a eu l'approche émotionnelle, affective que tu as à la première lecture, etc. Et le fait d'avoir pu le relire quelques mois après, donc ça m'a permis de vraiment comprendre des choses que je n'avais pas compris. Voilà. Ok, mais comme toi, je l'ai lu, Le Petit Prince, je l'ai lu assez tard en vérité. Je pense que on a dû me lire des passages à l'école ou en maternelle, on a dû me l'évoquer. Mais je crois que j'étais au lycée quand Ah je oui, l'ai ok. lu, parce que j'avais fait un babysitting. Ah ouais. Le soir, je lisais Le Petit Prince au petit garçon que je Oh non, gardais. trop mignon. Mais oui, je m'étais dit, mais je suis pas sûre de l'avoir lu en entier, ou j'ai pas le souvenir parce que j'étais trop jeune et on n'accorde pas la même importance à ces lectures. Et donc c'est ma maman qui m'a acheté l'édition que j'ai là, l'édition folio des 70 ans du Petit Prince. Très jolie boîte. Ouais, grave. Et je l'ai lu et je sais que ça m'avait beaucoup marqué. Mais ça a marqué ma maman que ça m'ait marqué. Ok. Et oui, il y a eu comme ça Parce que une empreinte. Ouais, mais Le Petit Prince, pareil, moi, je l'ai lu aussi tard. Parce que justement, à force de l'avoir étudié, on en avait parlé beaucoup en cours. T'as Je pas pense que vraiment- j'avais... T'as pas de lien personnel. Ouais, j'avais pas... Ouais, Ouais, c'est ça, en fait. c'est ça. C'était un peu le livre basique qu'on allait étudier en cours. Et du coup, j'avais pas Exactement. envie de me replonger dedans. Oui, Comme c'était une contrainte, en fait. Ouais, on te sort aussi tellement les citations du Petit Prince. Si tu aimes une rose, c'est doux. Ouais, exactement. De regarder le ciel. Bon, voilà. On a Mais compris. C'est vrai que, et même là en relisant pour préparer ce podcast, tu te le réappropries. Et c'est ça qui est intéressant avec ce livre, c'est des livres qui ont été tellement vulgarisés, qui sont tellement passés dans la culture qui est commune à tout le monde en fait, que tu perds un petit peu les racines, le contexte d'écriture en fait, qui est fascinant. Mais donc, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. À quelle fréquence, est-ce que vous les relisez vraiment, vos livres? C'est-à-dire que toi, est-ce que là, maintenant que tu l'as lu et que tu as cette attache, tu pourrais encore le relire maintenant? Je suis pas certaine, parce que comme toi, j'ai une liste de lecture très longue et je suis pas très patiente et donc ça me frustre. Mais je sais que je vais le lire à mes enfants, Oui. je sais que je vais le lire à mon filleul, donc je sais que je vais le lire, mais plutôt à quelqu'un. Ok. Et si je le lis pour moi, peut-être dans un bain pendant 2 heures. Oui, oui. J'ai pas prévu. Et vous, est-ce que c'est des lectures que vous reprenez, Marie? Sûrement dans les moments très déprimants, peut-être. Oui, quelques passages. Par exemple, oui, j'ai relu quelques passages, encore une fois, en préparant pour les discussions. Et j'ai compris que c'est magnifique. Et je pense que, oui, il y a quelques années que j'ai relu. Et oui, je pense que c'est très belle. Peut-être après, je vais rentrer chez moi et commencer à lire à nouveau. Oui, parce que vraiment, j'oublie que la langue belle est aussi toutes les scènes que j'adore, vraiment. Et plus fréquemment, je vois les films, parce que ils sont là, oui. Oui, donc il y a 2, je pense, que sont... De principaux. Oui, ouais. 2 principaux. J'aime tous les 2. Donc, normalement, je fais ça. C'est pas vraiment c'est pas effectivement la même chose, mais oui, c'est comme ça. Mais en même temps, il est long aussi à relire. C'est Oui. au moins 400 pages, je pense. Oui. Et franchement, se remettre dans 400 pages que tu as déjà lu, c'est comme toi, je pense, pour Les filles du Docteur March. Typiquement, là, je l'ai relu cet été parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu. Mais d'ici à ce que je le relise, je pense que ce ne sera pas avant un moment. Il faudrait vraiment que j'oublie beaucoup. Parce que là, en fait, c'est ça. Non, mais parce que là, en fait, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de passages qui m'étaient restés, mais il y en avait aussi que j'avais complètement zappé. Donc, c'était sympa de se replonger dedans. Mais voilà, à part peut-être relire quelques passages par-ci, par-là, je ne pense pas le relire tout de suite. Justement,
pour avoir le plaisir de redécouvrir aussi. C'est ça que Oui. moi j'aime bien dans la relecture. C'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune, surtout pour les séries. C'est que dès qu'il y avait un nouveau livre qui sortait, moi je commençais tout depuis le début, pour pouvoir Ok. me rappeler de tous les détails. Donc c'est un truc que j'aime bien faire, mais du coup, il faut avoir le temps d'oublier. Donc pas tout de suite. Ah, donc quand il y avait par Waouh. exemple une trilogie, Ah, il y avait le ouais, 3 qui sortait. Percy ça les- Jackson, je les ai Oh, relus. non. Ah, waouh! Les 5 premiers, j'ai dû les lire 5 fois chacun. Hein. Ah, t'as une patience. Ah ouais, t'as une Ah ouais. patience! Impressionnante. Mais c'est pareil, je pense que les Harry Potter, bon, ils étaient tous sortis quand je les ai lus. Mais ouais, je pense qu'il y en a que j'ai bien relus 2-3 fois facilement. Hein. Peut-être pas l'Ordre du Phénix, parce que bon, les 1000 pages. Mais- mais les autres, ouais. Est-ce que vous lisez vite aussi? Parce que ça change ta perception de relire un livre. Moi, je lis pas très rapidement parce que justement, j'ai pris ce pli de faire attention, de souligner Mhm. des passages que j'aime, d'être attentive à ce que je lis. Ce qui fait que je peux passer très longtemps sur un livre qui même peut ne pas être très très long. Ce qui fait que moi, j'aurais pas même pas forcément de patience, mais le temps en fait de relire comme toi 5 fois un livre. Après, j'étais petite, donc la bibliothèque, au bout d'un moment, elle était limitée Oui. aussi, donc ça jouait. Mais c'est un truc que ouais, j'aimais bien faire. Maintenant, un peu moins, parce que pareil, j'ai moins le temps et qu'il y a aussi d'autres livres que j'ai envie de lire maintenant. Mais c'est pas quelque chose qui me gênait, parce que, oui, en soi, je lis pas si vite, mais pas si lentement que ça. Je pense que je lis normalement, on va dire. Mm. Mais oui, c'est pas quelque chose qui me dérangeait beaucoup, de prendre le temps. Ah, mais moi, contrairement à vous, après peut-être que c'est lié à mes études, mais j'ai un peu cette boulimie je lis beaucoup assez rapidement, puisque je suis habituée à lire rapidement et j'ai des lectures qui s'accumulent, par exemple avec la recherche. Et j'ai du Oui. mal justement à me poser face à un bouquin et de prendre le temps, et de Mm. retrouver le plaisir. Maintenant, je commence à retrouver le plaisir, mais c'est vrai que pendant là, une année, la première année de recherche, j'avais un peu de mal. Et là, c'est vrai que j'ai pris le temps pour Le Petit Prince, mais je sais pas, en grandissant, on prend moins le temps, j'ai l'impression. Bah, c'est ce que disait Marie aussi, hein. Le fait de lire beaucoup et d'analyser beaucoup de livres avec la fac, parce qu'on est toutes les trois en études littéraires. Toi, t'es en... Je fais une licence Histoire. d'anglais, donc oui, j'ai Oui, un voilà. peu de... Oui, mais c'est quand même compliqué de réussir à prendre du temps, parce que vraiment, on intègre tellement d'analyses de livres. Toi, avec la recherche, tu dois avoir Ouais. tellement de livres qui s'accumulent que... Oui, et tu les lis pas en entier, tu as une Oui, lecture, en diagonale aussi, peut-être. lecture en diagonale, Ouais. selon des mots-clés. Tu épluches en fait les tables des matières, ouais. les sommaires pour savoir exactement ce Mm. que tu vas lire. Mais là, comme on a une lecture plus attentive, je pense que ça serait aussi une bonne chose de donner un résumé assez concis à nos auditeurs, parce que je pense que certains, tout le monde a entendu parler de ces livres, certains ont dû voir les films, Mm. et je pense qu'une petite piqûre de rappel ne ferait pas de mal. Marie, est-ce que tu peux nous résumer brièvement, si c'est possible de résumer brièvement, Veuillez préjuger. Un chef-d'œuvre. D'accord. Mais donc, pas de spoiler, si jamais quelqu'un n'a jamais entendu de ce C'est vrai, livre. c'est vrai. Donc, Orgueil et préjugés, un roman de Jane Austen, et il parle effectivement d'une famille des Bennet. Je vais prononcer avec je sais pas, l'accent anglais. Oui, donc ils ont 5 filles. Et c'est un problème, effectivement, parce que si M. Bennet est mort, leur maison va passer à l'autre cousin, c'est pas bon. oui. Et donc, sa mère, elle est obsédée par l'idée de marier toutes ses filles, avec préférence que les mariés sont riches, effectivement. Et dans cette lien, j'aime beaucoup le début, la première ligne de roman. Je pense qu'en anglais, c'est très, très connu. Mais en français, il est universellement admis qu'un célibataire nanti d'une belle fortune a forcément besoin d'une épouse. Et ça, j'adore vachement. Je pense que... On sent déjà l'ironie. Ouais. Vraiment, de Jane Austen. oui, et ça, c'est aussi très, très drôle. Et ça commence le roman, qui a beaucoup de passages très sérieux aussi, mais ce qui lance l'intrigue, c'est que Mr. Bingley, avec son ami Mr. Darcy, arrive dans la campagne où les Bennet habitent. Et voilà, on voit que Mr. Bingley aime beaucoup la sœur, le caractère principal, la protagoniste Elisabeth. Elle s'appelle Jane. Donc, elle est plus âgée. Et voilà. Mais ils sont les seuls heureux pour le moment, parce que tous les autres détestent Mr. Darcy, parce qu'il est impossible, franchement. Il se comporte pas bon, et je pense que dans le film, il est différemment que dans les livres. Vraiment, Je suis tellement d'accord. il est
Il est séduisant dans le film, je dirais. Oui, Oui, Ouais. dans tous il les est deux. plus mystérieux. Ouais. Oui, Alors c'est ça, que la quand je lis le Sodoma. livre, il est vraiment limite exécrable. Enfin, moi, il m'a agacé. Alors que même si à la fin, on finit par se rattacher, je trouve que dans le film, il y a quand même... c'est normal, c'est romancé, mais... Oui. Oui, mais dans le film, on lui voit tout de suite. Le film J'aime est fait beaucoup. pour plaire Ouais, immédiatement, tandis que le roman demande le temps. il est séduisant. Oui. Et donc, oui, après, Elisabeth et Mr. Darcy se rencontrent plusieurs fois pendant les années. Petit à petit, ils s'arrivent à se connaître mieux. Oui, et finalement, tomber amoureux. C'est ça. Oui, donc je pense que dans cette connexion, mes passages préférés, ce sont ces rencontres après que Darcy a déclaré son amour à Elisabeth. Et je pense que ça, c'est ma scène préférée dans tout le livre. Parce que, oui, même si elle a dit que non, franchement, Oui. désolée, la manière dont il a dit que oui, je t'aime, il était horrible. Donc, c'est pas possible vraiment de dire comme ça, de déclarer ses sentiments amoureux. Mais oui, pour moi, c'est le meilleur scène dans tout le roman. Je pense que c'est jusque dans la moitié. C'est ça. Je recommande, forcément. J'adore. Et toi, Lucie? Moi, du coup, mon livre, Les 4 filles du docteur March, c'est un livre de Louisa May Alcott qui est sorti au 19e siècle, donc ça date, et juste après la guerre de sécession. Et donc, c'est tout le contexte du livre, c'est pendant la guerre de sécession, donc on a les 4 filles qui vivent avec leur mère et leur nourrice, servante, entre guillemets, parce que le père est parti à la guerre. Et du coup, elles doivent survivre à cette période, alors que c'était anciennement une famille assez fortunée. Mais elles sont un petit peu perdues leur fortune. Du coup, elles doivent aussi apprendre à vivre modestement, on va dire. Et donc, on suit la vie des quatre filles. Donc, on a la sœur aînée, qui s'appelle Meg, enfin Margaret. Après, il y a aussi Jo, donc la petite sœur de Margaret, qui est un peu plus garçon manqué, on va dire. Et après, il y en a encore une autre qui s'appelle Beth. Et elle, c'est un peu plus le côté timide, timoré, qui est gentil avec tout le monde et qu'on apprend à apprécier à travers son caractère très généreux. Et la toute petite, Amy, on a un peu plus du mal à l'apprécier au début parce que c'est la petite sœur qui est un petit peu capricieuse. Et donc, une petite peste, un petit peu, c'est ça. Et en plus, oui, il y a un grand écart d'âge entre la plus grande qui a 16 ans, la toute petite qui en a 11 au début. Et donc, on évolue au fur et à mesure des saisons, des mois, un petit peu des années. Et on les voit évoluer, se chamailler, apprendre aussi à grandir et à s'habituer à cette nouvelle condition, à devenir plus humble aussi. Parce qu'elles ont toutes leurs travers, on va dire. C'est aussi ça qui fait la richesse des personnages, c'est qu'on a un peu de mal parfois à discerner dans certains livres des facettes aux personnages, alors que là, on a beaucoup plus le temps, parce que c'est un livre qui est assez posé en fin de compte. On est à la campagne. Et il n'y a pas en soi tant de grands événements qui se produisent. Il y a des petites sorties, on voit leur quotidien dans une autre période aussi, c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, j'aime bien aussi les livres un peu plus datés, on va dire. T'apprends sur l'époque aussi. C'est ça, les mœurs, c'est un petit peu... on voit un peu comment on a évolué. Parce que Louisa May Alcott, en présentant des personnages aussi donc nuancés, elle dénonce aussi parfois avec Jo, par exemple, qui est un petit peu une féministe avant l'heure, on va dire, parce que... Elle n'aime pas le fait qu'on lui dise de porter des robes. Elle comprend pas pourquoi elle peut pas aller se battre avec son père. Enfin, son père est médecin, mais elle comprend pas pourquoi elle peut pas l'accompagner. Et donc, oui, on voit évoluer tous ces personnages. On les voit apprendre aussi ce que c'est que la guerre et comment aider son voisin. Il y a une scène aussi qui est très importante. C'est donc on est familiarisé avec une famille qui habite pas loin de chez eux et qui est très très pauvre. Et donc la mère au début, donc elle leur dit il faut prendre soin des autres, c'est Noël, on va leur donner une partie de notre nourriture. Et enfin, on va partager le repas avec eux. Ah oui, je me souviens de cette scène. Ouais. Et nous, elle est dure. Hein. c'est ça. Et nous, on va manger modestement, je sais pas, il y a du pain, il y a des petits trucs. On va accommoder un repas et on va leur laisser, nous, ce qu'on allait manger. Et donc on voit les filles qui au début ont un peu une réticence, qui sont là, je comprends pas, moi aussi j'ai le droit de fêter Noël, déjà on n'a pas de cadeaux. Et on voit justement l'humilité et elles se rendent compte, c'est un petit peu une leçon pour tout le monde, entre guillemets, mais d'aider son prochain et de ne pas être concentré que sur soi. Ça vient tout au long du livre à plusieurs reprises, parce qu'à un moment donné, donc la mère doit aller voir le père qui a été blessé et elle leur laisse le soin d'aller veiller sur cette famille, justement.
Et les filles, au début, elles sont assez consciencieuses, mais au bout d'un moment, elles se reconcentrent sur elles-mêmes et elles oublient. Sauf Beth, du coup, la plus généreuse d'entre elles, on va dire, qui se souvient et qui va les voir. Et le petit bébé de la famille, qui est nombreuse, est malade et va mourir dans ses bras. Et du coup, ça va faire une petite piqûre de rappel à tout le monde de faut pas oublier, faut pas se concentrer que sur soi dans la vie. Et faut aussi penser à regarder autour. Et donc oui, c'est plein de leçons de vie, je trouve, dans ce livre. Il y a plein de personnages qui se développent différemment, avec qui on apprend à voir leurs relations, comment ils s'éduquent les uns les autres. Et donc c'est ça que j'ai bien aimé, les dynamiques un peu familiales, mais aussi parfois moralisatrices. Mais moi, je le prends plus comme des petites leçons, mais à adapter à soi et parce que c'était aussi l'époque des livres moralisateurs où il faut bien se conduire. Par exemple, Jo, elle est un petit peu caractérielle comme sa mère. Et donc, c'est souvent... va lire, je sais pas, ta Bible ou ton évangile ou j'en sais rien. Mon Dieu. Et va te rappeler qu'il faut bien se conduire. Donc, en soi, ça, il faut le regarder avec une certaine distance maintenant. Mais j'ai bien aimé cette dynamique des petites leçons qui sont parsemées. Et comme ça, on apprend à connaître les personnages. Et ça nous fait aussi penser à notre propre vie. Moi, j'ai l'impression que les romans dont on parle toutes, ce sont des romans initiatiques. Dans une certaine mesure, je pense à To Kill a Mockingbird. Oui, vraiment. Et comme tu suis Scout, en fait, la narration est focalisée sur le personnage de Scout. Et on grandit avec elle. Ouais. Parce que du coup, moi, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Camille l'a bien mieux dit que moi en version originale, To Kill a Mockingbird. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite ville en Alabama pendant la Grande Dépression. Donc, un peu dans un contexte comme toi, justement, Lucie, dans un contexte où il y a beaucoup de pauvreté, les personnages sont soumis à des nouvelles conditions de vie, etc. Et le livre, il prend place à ce moment-là, mais l'auteur, elle l'a écrit en 1960, et justement au moment du Civil Rights Movement, donc justement entre les Noirs, les Blancs, etc. Et en gros, on suit l'histoire d'une famille qui est composée d'un père qui est avocat, qui s'appelle Atticus, et de ses deux enfants, Scout and je suis déjà dans ma narration en anglais, et Jem. Et donc c'est la petite fille Scout qui va nous raconter son histoire, sa vie, etc. Et la toile de fond, c'est une histoire très politique et très sociale. C'est du coup un noir qui s'appelle Tom Robinson qui a été accusé d'avoir violé une blanche. Et à cette époque-là, vraiment, c'était une grande époque de racisme et de ségrégation. Et justement, le père Atticus est commis d'office pour défendre Tom et pour prouver qu'il n'a absolument pas violé cette jeune femme. Et d'ailleurs, on apprend dès le début du roman que c'est faux, que c'est une espèce de subterfuge en fait pour le faire accuser lui parce que c'était la victime parfaite, justement due à ce mouvement de racisme à l'époque. Et on lit le livre à travers les yeux et le regard d'une petite fille. Et déjà, on grandit avec elle, avec cette histoire très politique qui est brutale et qui est prenante pour le lecteur. Mais il y a quand même ce côté très familial aussi et très touchant d'une petite fille qui nous raconte ses histoires un peu de cœur, ses histoires aussi avec son grand frère, ils se chamaillent beaucoup, leurs histoires de famille parce qu'ils ont perdu leur mère très tôt et donc il y a leur grande tante qui vient vivre avec elle. Enfin voilà, et juste tout simplement en fait la vie d'une époque, d'une famille qui vit en 1930 à un moment où politiquement, économiquement, on est vraiment dans les fins fonds des États-Unis, de l'Alabama, donc on n'a pas d'argent. La justice, elle est terrible. Et justement, je trouve que dans une histoire qui est très sombre en elle-même, parce qu'on parle quand même d'un homme qui est accusé à tort et qui donc est condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis, donc on a une injustice terrible, on a vraiment ce côté un peu plus léger de la vie de Scout et de ses histoires de petite fille. Et justement aussi, elle est très garçon manqué. Elle veut toujours courir partout, jouer avec son frère, avec leur ami, etc. Et c'est un livre qui franchement, mérite d'être lu. Parce que moi, il m'a vraiment permis de... D'ailleurs, c'est une phrase du roman se mettre dans les pieds. Oui, c'est ce que dit Atticus à ses enfants. Ouais. Il lui dit, le père, il lui dit, il faut que vous vous mettiez dans la peau ou dans les chaussures des gens qui vous entourent. Et moi, du coup, qu'il ait lu quand même au lycée, je devais avoir 15-16 ans, le fait d'avoir lu plusieurs fois ce livre, j'ai vraiment pris ce conseil comme si on me l'avait adressé à moi directement.
Et d'avoir un peu grandi avec ça aussi, de me dire, ok, moi aussi, je vais apprendre à me mettre à la place des gens. Et je pense que ça a potentiellement changé ma manière de fonctionner, même avec les gens, parce que je me rends compte qu'il m'a permis d'être plus attentive à ce que les gens allaient ressentir, etc. Et je suis sûre que ce livre a joué un rôle dans ma façon de réagir par rapport à ça. Donc je le conseille vraiment. En plus, c'est un peu un classique aussi. On l'étudie beaucoup, même en littérature, en anglais ou à la fac, etc. Et puis il est vraiment juste très très bien écrit. Ouais. Et il est très drôle. Parce que le fait que ce soit une jeune fille qui, je crois, je sais plus, elle doit avoir 9 ans, ouais, au début, oui, 9-10 ans maximum au début du roman, elle grandit un peu, mais... À peine, même moins. Ouais, je pense que 8-9 ans. Elle a 7 ans au début. Ah, c'est plus. Il me semble qu'elle a les débuts primaires. Parce que lui, il a 13 ans. Elle dit... il me semble quand il avait presque 13 ans, mais c'était Jem. Ouais. Donc, mais c'était à la fin. C'est à la fin du roman que l'accident a lieu et Jem a 13 ans à ce moment-là. Donc, je crois qu'elle a 10 ans à la fin du roman. Parce qu'ils ont 3 ans d'écart. Mais elle est très très jeune. Et justement, du coup, il y a vraiment cette innocence qu'elle a de poser des questions, des fois d'aller droit au but. Oui, elle a une forme d'innocence, mais aussi de lucidité, de gravité, en fait. C'est assez paradoxal dans le roman. Elle a cette innocence, cette spontanéité, et pourtant, on voit qu'elle est très mature pour son âge, et qu'elle a une vision parfois très grave, des choses très ironiques, presque cyniques, alors qu'elle a à peine une dizaine d'années. J'ai regardé, du coup, elle a 6 ans au début, elle a 8 à la fin. Okay. Donc elle est très très jeune. Wow. Mais justement, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que Harper Lee, l'auteur, a vraiment choisi en fait de donner la parole à Scout à 6 ans et pas à son grand frère qui du coup en avait 10 par exemple, parce que on voit qu'il y a quand même des pensées de l'époque qu'elle a envie de transmettre, par exemple justement par rapport à l'ouverture d'esprit, à l'intégrité, etc. Le sens de la communauté et du respect, etc. Qu'elle met dans la bouche d'une toute petite fille qui justement est un peu entre... qui est en train de l'apprendre. Voilà, la spontanéité, l'innocence de l'enfance et le fait de grandir. Donc c'est drôle et c'est touchant de voir qu'elle essaye un peu de devenir une grande personne aussi en voyant son papa, tout à fait. les gens, parce que justement le fait que ce soit un tout petit village, ils sont beaucoup entre eux avec leur je sais que Jem à un moment travaille avec sa voisine, ils ont une autre voisine avec qui ils discutent beaucoup, qui habite vraiment juste en face, qui leur fait des gâteaux, des gâteaux exactement, et du coup c'est très intéressant de voir ce rapport d'âge entre des adultes, la façon dont eux ils vont communiquer avec les enfants en prenant parfois des pincettes ou parfois pas du tout, et justement à l'inverse, comment est-ce que les enfants vont réussir à parfois être aussi matures et nous apprendre beaucoup plus sur la vie que certains adultes. Donc, je suis d'accord. Moi dans ce roman-là, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est que Scout parle de son père en disant Atticus. Exactement. Et le traite comme une autre grande personne. Et quand il y a des moments de tendresse entre eux, d'intimité, ils sont décuplés, parce que tu as cette image de Scout qui essaie de devenir une jeune femme qui s'affirme et qui se bat. Et puis le soir, qui monte sur les genoux de son papa et qui lui demande de lire le journal en l'appelant Atticus. Vraiment. C'est vrai que le fait qu'elle ne dise pas papa, ça crée vachement une distance avec cette intimité et ce rapport familial, en fait, justement. Et du coup, c'est vraiment beaucoup plus touchant, je pense, à la fin du roman, justement, où le père va lui expliquer, elle lui demande de lui raconter une histoire, justement, et qu'on parle de boue. Parce que du coup, c'est vraiment aussi une toile de fond, cette autre histoire qui justement permet aussi de se mettre à la place des gens. C'est qu'ils ont un voisin, il y a un peu un mystère dans la ville, on ne va jamais sortir de chez lui, c'est un peu la mascotte parce qu'il fait peur, c'est très mystérieux, et justement c'est un peu des fouines les enfants. Et... tu le vois avec les yeux d'un enfant. Voilà, exactement. Exactement, et puis on le voit aussi, le fait que parfois ils sont maladroits, qui font des choses qu'on ne ferait pas en tant que jeune adulte, le fait de vouloir des fois rentrer dans l'intimité de certaines personnes qui ont leur volonté de rester cachés, comme c'est le cas pour ce personnage. Et non, vraiment, je conseille à tous les auditeurs de lire ce livre si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il apprend énormément sur la vie, sur la façon de réagir. Et toi, Camille ? Et moi, Le Petit Prince, je pense que ça se résume très rapidement et tout le monde connaît l'histoire. C'est le récit d'un aviateur qui se crache dans le désert et qui fait la rencontre
d'un jeune garçon, justement du Petit Prince, qui vient d'une autre planète, qui vient d'un astéroïde, même en particulier. J'ai pas le numéro de son astéroïde. Ah si, quoi, 612. Bah oui. Voilà, qui est une toute petite planète. Il y a un côté très voltairien, parce que sa petite planète dont il apprend à prendre soin, c'est un petit peu le jardin. À la fin de Candide, il faut cultiver son jardin, et le Petit Prince apprend à retirer les mauvaises herbes de sa planète, à ramoner ses cheminées, à prendre soin de sa rose. Et le Petit Prince quitte sa planète suite notamment à une dispute avec sa rose qui le contrarie beaucoup. En fait, il a du mal à percevoir en fait cet amour un peu particulier que lui porte sa rose, cet amour un peu cruel, puisque la rose est orgueilleuse et ne lui donne jamais de paroles de tendresse. Puis finalement, quand il reviendra sur sa planète, il se rend compte. En fait, pour moi, ce roman, ce petit roman, ce conte presque, c'est un peu une initiation à l'amour et à l'amitié, puisque le Petit Prince et donc l'aviateur se lient d'amitié, ils restent ensemble une dizaine de jours, puis l'aviateur réussit à réparer son avion et il peut s'en aller, et le Petit Prince retrouve sa planète, mais par des circonstances assez tristes. En fait, il doit mourir pour retrouver sa planète. Donc, en fait, tout le roman peut se lire... je dis roman, mais je devrais presque dire conte. Je ne sais pas vraiment ce qu'on doit dire pour le Petit Prince, ça qui est intéressant. Je pense que tu peux dire les deux, parce que justement, le fait Tu peux dire les deux, parce que si tu le lis à un enfant, le Petit Prince, ça apparaît comme un conte, et l'enfant ne va pas percevoir cette dimension métaphorique tout de suite. Oui. Et justement, le but du conte, c'est de te faire découvrir le monde par des procédés d'écriture qui ne te mettent pas directement face à la réalité. Tu dois un peu les déceler toi-même aussi à travers tes lectures. Oui, en fait, le conte, c'est pour ça que dans le conte, par exemple, dans Le Petit Chaperon Rouge, le loup, c'est la figure du violeur, mais tu vois, c'est détourné, le rouge, la couleur des règles, enfin, tout est abordé de façon détournée dans le conte. Et c'est une façon d'aborder le réel, mais en étant protégé. C'est papa et maman qui te lisent le conte. Enfin, c'est pas moi qui invente ça, c'est autographe. Voilà. Mais tu as ce côté-là dans Le Petit Prince quand tu as la première lecture quand tu es jeune, et ensuite au fur et à mesure quand tu relis ce roman, tu perçois la dimension très humble qu'il y a derrière, et tu comprends que c'est une leçon sur l'amitié, cultiver les amitiés aussi sur l'amour, apprendre à cultiver l'amour. Et la relation avec la rose, elle est assez touchante. C'est apprendre à s'apprivoiser. La leçon, en fait, c'est apprendre à apprivoiser l'amour et l'amitié. Et puis il y a quand même il y a aussi cette idée que quand tu es triste, pense il y a une étoile pour toi qui brille dans le ciel. Et je trouve que c'est bien que tu aies choisi ce livre, parce que ça lui rend un peu de légitimité à pas être vu seulement comme un conte d'enfant, justement. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées du Petit Prince comme un livre assez simple, qui n'a pas forcément beaucoup de morale ou d'histoire derrière. J'ai l'impression pourtant que les adultes restent marqués. Les adultes peut-être, mais j'ai l'impression que moi, quand j'en parle, parce que je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, et j'étais dans un groupe d'amis, et j'étais en mode « je relis Le Petit Prince », et vraiment c'était en mode on l'a lu petit, et... ok, c'est intéressant. Je comprends ça, parce que c'est vraiment un livre qu'on va te conseiller quand t'es petit, mais adulte, c'est vrai que j'ai jamais entendu quelqu'un dire « t'as pas un truc à lire vas-y, lis Le Petit Prince ». Ouais. C'est vrai, ça c'est pas un conseil de lecture. C'est pas, alors que franchement, il se lit, pour les gens qui lisent très peu de littérature ou quoi, c'est un livre qui se lit rapidement, il est abordable, les phrases sont simples, alors qu'il y a vraiment une histoire derrière qui mérite qu'on s'y attarde. Et je trouve qu'il est trop, et pas à juste titre, tu vois, considéré comme un livre qui peut être aussi un peu simplé. C'est vrai qu'on ne le place pas dans le canon de la littérature. On dit pour les enfants c'est très bien, mais c'est vrai que pour les adultes on ne dit pas il fait partie des auteurs des belles lettres auxquels on va forcément penser. Pour moi aussi c'est un livre sur le deuil. Je trouve que tu peux facilement le relire à la lumière du deuil. Enfin, moi je sais que quand mon arrière-grand-mère est décédée, il y a une des citations il est doux le soir de regarder dans le ciel, c'était doux. Je retrouverai la citation exacte après. Mais tu peux retrouver en fait des thèmes et les lire différemment, les interpréter c'est ça, en fait tu fais un lien avec toi, tes expériences, et non, je trouve que ça a toujours une forme d'écho. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément songé au fait que c'est pas vu de façon très sérieuse par des gens de notre génération, et c'est vrai que
On n'en parle pas de Saint-Exupéry. J'ai un commentaire par rapport à ça, parce que quand on apprend français comme une langue étrangère, on commence souvent par Le Petit Prince. Et donc, quand j'ai commencé à apprendre français, effectivement, on a lu ça. Et donc, j'avais, 10 ans. Et je me souviens seulement les images de moutons, de c'est les illustrés des aquarelles de Saint-Exupéry. Oui, et donc, quand tu apprends la langue comme ça, c'est un peu différent parce que pour toi, c'est pas important la morale, l'idée, la philosophie. Après, du coup, tu as 10 ans. Oui, c'est clair. Tu veux comprendre vraiment. Oui, et tu veux comprendre les verbes ou les mots. Très trivial, Oui. c'est très... Oui, donc ça, je pense que c'est un peu bizarre. Encore qu'on utilise ça presque comme un manuel pour apprendre. Ok. C'est comme les premières œuvres qu'on lit, sérieusement, dans le niveau de français qu'on a. Donc oui, et pour moi, j'aimerais le relire encore une fois parce qu'il y a beaucoup de trucs que je ne comprends à ce jour-là. Et je pense que oui. Merci à toi pour proposer ce livre. Après, ce que tu dis, c'est intéressant parce que pour moi, il y a un rapport très pur et très simple dans la langue du Petit Prince. Il n'y a pas de prétention. En fait, c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, j'avais pas souvenir que la langue était aussi facile parce que je suis habituée à lire des auteurs qui manient une langue peut-être un peu plus précieuse, un peu plus savante, un peu plus intellectuelle. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait du bien. Et ça te rappelle que la littérature, c'est pas forcément que de la prétention. Et je pense qu'aussi, Le Petit Prince n'a pas forcément la prétention à être un bouquin avec des enjeux forcément philosophiques et métaphysiques très poussés. Oui. Et ça aussi, ça fait du bien, mine de rien. Est-ce qu'on sort un petit peu de cette vision de la littérature où si tu finis pas par parler de la métaphysique et si tu fais pas un parallèle avec Kant, Blanchot ou Sartre, ça ne sert à rien. Alors en fait que Saint-Exupéry, il te rappelle, mais les enfants, au début, en fait on lisait des contes pour enfants, et ça te rappelle un petit peu d'où tu viens, et ça fait du bien. Et aussi le format, tu vois, le fait que ce soit un livre... Oui, tu le lis en 2 heures, quelque chose comme ça. Ça permet vraiment de se mettre, justement, d'avoir une autre perspective de la littérature. Oui. Parce que la littérature, quand on l'a dit comme ça, c'est justement souvent des grands livres, oui, aussi, des gros romans, tu vois, genre Le Rouge et le Noir. Ouais. Et vraiment. Les Misérables. Et des fois, c'est bien. Des fois, il y a des très très bons livres qui sont classiques comme ça, mais ça fait du bien aussi de juste de lire un livre et d'en faire un peu toi ta littérature. De se dire, pour moi, ça c'est de la littérature parce que les raisons que t'énumères, parce qu'il y a des enjeux qui peut-être n'étaient pas forcément à la base initialement les volontés de l'auteur, mais toi tu les as interprétées de telle façon aussi, même si la langue peut être un peu simple entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande tournure de phrases, on va faire plein de métaphores, ça reste quand même, ça reste très poétique. Le livre, c'est la poésie de la simplicité. Exactement, c'est vraiment bien écrit et ça fait, je pense, écho aussi à beaucoup. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir un autre format de livre que nous, des livres plutôt conséquents. Oui, vous, ça rentre vraiment dans le canon de la littérature exactement. Britannique et américaine, particulièrement. En plus, oui. Mais puisqu'on parle de la langue, je trouverais ça intéressant que vous puissiez nous livrer vos citations ou vos passages préférés. Je ne sais pas si vous en avez sélectionné certains. Marie, est-ce que tu en as un qui te tient particulièrement à cœur? Est-ce que ça vous gêne si je lis en anglais? Non, justement, c'est bien, on est multilingue. Exactement. On apprend à nos auditeurs. Plurilinguiste. D'accord. Donc, ma citation vient du scène où Mr. Darcy trouve Elisabeth pour déclarer son amour. Oh, wow. Et franchement, je pense que beaucoup de gens comme moi ont une vision différente de cette scène grâce au film et tout ça, parce que là-bas, c'est vraiment très, très romantique et tout ça, dans le pluie. Mais ici, c'est vraiment pas le truc. Donc, la citation. After a silence of several minutes, he came towards her in an agitated manner and thus began. In vain have I struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you. Donc, la dernière partie, oui, super. I admire and love you. Oui, mais effectivement, c'est comme une accusation, presque, que voilà, regarde que tu m'as fait, je souffre ici, tout ça. Après, c'est Elizabeth's astonishment was beyond expression.
Et c'est ça. Elle ne pense pas, elle n'a jamais pensé que oui, elle-même, tout ça, c'est jamais arrivé parce que pendant tout le récit, à ce moment, on voit qu'ils détestent tous les deux, vraiment. Ils sont... Mais après, à la fin du livre, ils vont parler que non, j'ai jamais détesté toi et tout ça. Mais j'ai eu l'impression pendant tout le récit que vraiment, ils sont navrés de l'un de l'autre. Et quand ça arrive au Pemberley, où la tante Darcy habite, si je ne me trompe pas. Et donc, quand Elisabeth voit Darcy là-bas, elle est choquée et je pense qu'il il ne veut pas qu'il est là et il était là pour voir sa copine. Pourquoi il est là? Et donc, ça, je trouve que vraiment une déclaration d'amour. Oui, comment on fait vraiment. Il est placé sous le signe de l'orgueil aussi. Oui, bah, les deux oui, sont assez... C'est ça c'est un peu le moment d'acmé où il me semble qu'après elle l'envoie balader. Ouais. non Oui, Oui, vraiment. bah, Et après, c'est une orgueil, grande c'est ça. discussion. Oui, On après, comprend le titre. oui, et il lui dit que... Et elle donne tous les arguments pourquoi elle ne peut pas jamais lui épouser. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Je pense qu'elle dit... Oui, elle dit que non, jamais. Et après, oui, il lui dit que « These offenses might have been overlooked had not your pride been heard by my honest confession about the scruples that had long prevented my forming any serious design. » Donc oui, il parle vraiment de tous les problèmes qui arrivent à leur relation. Donc sa famille, comment il se comporte envers tous les autres gens. Oui, effectivement, après il part et le jour après, il revient pour lui donner une lettre explicative où il explique tous les donc tout ce qu'il a accusé. Et ça, j'aime beaucoup. Normalement, je n'aime pas les romans épistolaires. Et donc, je pense que Jane Austen a un autre roman tout à fait épistolaire. Et ça, j'ai jamais lu. Mais je pense que dans Orgueil et Préjugés, c'est vraiment un mélange très, très bien. Et des différents types de récits. Et on voit vraiment comment le voix change quand Elisabeth parle. Parce que tout le roman, on voit d'un point de vue d'Elisabeth. Mais dans les lettres de Darcy, c'est vraiment très, très évident que c'est une autre personne. Et pour moi, c'est très, très important, je pense, de voir. C'est une écriture très, très bien. Parce que parfois, je lis les livres de Young Adult de la jeunesse, oui. Oui. Et quand les auteurs, parfois, ils changent les points de vue, mais l'écriture reste le même. Et pour moi, c'est le pire chose que Oui, parce que tu rentres pas vraiment dans l'intimité ou dans la tête d'un personnage, dans sa manière de se comporter. Et ce que tu dis qui est intéressant, c'est que c'est assez rare en littérature, justement dans une scène comme celle-ci où on a une déclaration d'amour, qu'elle commence par un reproche, en fait. Et justement, je trouve que c'est ce qui est hyper beau à partir de cette scène, c'est justement sa singularité, qui fait qu'elle a marqué beaucoup d'esprits aussi, outre le fait que Jane Austen soit une auteure reconnue et qu'elle a écrit des livres magnifiques. Mais je trouve que cette scène, elle est justement intéressante dans ce point de vue-là, parce qu'elle change un peu la manière dont on a l'habitude d'avoir lu des scènes d'amour, des scènes de déclaration. Oui, tout à fait. Ça change notre perspective aussi, et c'est intéressant de voir une autre manière de dire l'amour. Et en fait, on voit aussi avec un changement de perspective que dire nos sentiments, dire l'amour, il n'y a pas une seule manière de le faire, ni de l'écrire. C'est... Voilà, là, c'est avec un reproche, c'est un peu une scène de confrontation, et ça reste beau. Je pense aussi que peut-être je suis faux, mais je crois que cette scène, et ce roman en particulier, c'est le début des comédies romantiques. Après, parce que on a les exemples comme Bridget Jones' Diaries, qui est une réécriture, effectivement, et avec le film où aussi Colin Firth joue Mr. Darcy, encore une fois. Ce qui est très, très drôle. Oui, c'est vrai. De Darcy. Donc là-bas, elle s'appelle Marc. Mais effectivement, je pense que j'ai lu quelque part que c'était le désir de l'autrice qu'il joue vraiment ce personnage. Donc, et le sujet et l'intrigue est vraiment presque le même. Donc ça, et après, beaucoup des autres comédies romantiques sont basées sur les mêmes relations. Oui, le schéma et les relations entre les personnages. Donc,
on a le trope des ennemis. Enemies to lovers. Oui, c'est ça, exactement. Et ça, j'aime beaucoup. Et peut-être c'est à cause de ce livre, parce que je connais que, oui, là-bas, peut-être chaque fois que je lis ou que je vois un film avec ce trope, je suis conscient que, oui, il y a une pensée de Jane Austen là-bas. Oui. Parce que parfois, c'est pas si bien fait, mais tout de même. Après, c'est un livre qui a forcément inspiré tellement d'autres livres et histoires. Cette scène où justement ils se disent qu'ils s'aiment en se créant limite dessus. Je pense que moi je la vois dans plein de films ou de séries un peu, tu vois, où ils sont sous la pluie et Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus, Oui. tu vois. Je pense que ça vient de là. Aussi. Il y en a une sur... là, c'est plutôt l'auteur, concernant le personnage de Beth, que j'ai bien C'est aimé. intéressant ça. Et elle dit, il y a de nombreuses Beth dans le monde, timides, tranquilles, vivant pour les autres si naturellement que personne ne s'aperçoit des sacrifices qu'elles font jusqu'à ce qu'elles disparaissent, petit spoiler, laissant le silence et l'ombre derrière elles. C'est hyper beau. Ouais. C'est triste surtout. C'est triste, mais c'est quelque chose auquel j'ai un peu accroché avec Beth. C'était justement ça, cette partie du personnage que tout le monde l'apprécie. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment un petit peu souligné dans le livre, c'est que Beth, elle n'a pas tant de défauts en fait, si ce n'est qu'elle est trop généreuse parfois et qu'elle s'oublie. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et quand j'ai vu cette citation, ça a vraiment résonné en moi parce que je me suis dit, je comprends mieux ce qu'elle a voulu dire avec Beth. C'était justement regarder un peu les personnes autour de vous qui sont toujours là aux petits soins pour vous. Et en gros, ne les délaissez pas. Et ce que je trouve aussi intéressant et ce que tu dis sur Beth, c'est que dans cette fiction, on aurait plutôt tendance à s'attarder sur Jo, qui est justement cette rebelle, ce garçon manqué, cette féministe avant l'heure. C'est vrai que le personnage de Beth, en fait, c'est un peu moins sexy. Oui. Et c'est pas forcément les personnages auxquels tu accorderais le plus d'importance. Là, c'est intéressant justement de dire, en fait, ces personnages un peu secondaires, il y a quelque chose de fondamental qui se joue également là et qui rejoint un peu la morale des Cathy du Docteur March. Ouais. Et parce que aussi, je trouve que les 4 sont importantes. Bien sûr, Jo, c'est un peu la leaduse, on va dire, celle qu'on retiendra le plus. Mais on voit aussi que l'auteur, elle a vraiment voulu mettre en avant plein de personnalités différentes. Et Beth, c'est pour moi un peu celle qui reste aussi dans le fait qu'elle soit différente des autres et que c'est pas un personnage qu'on mettrait souvent en protagoniste. Quelqu'un qui est juste là à aider tout le monde, qui s'oublie. Oui. Et le fait qu'elle soit un peu au même niveau que ses sœurs et qu'on lui accorde à peu près autant d'importance dans le livre et autant de temps de parole, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Cette citation de l'autrice, du coup, direct, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné en moi. Et sinon, quelque chose du coup plus du point de vue de Jo March, celle qu'on retiendrait, ce serait sa vision du coup de la femme dont j'avais parlé tout à l'heure, que je trouvais bien résumée quand elle dit je déteste penser que je deviens grande, que bientôt on m'appellera Miss March, qu'il me faudra porter des robes longues et avoir l'air aussi raide qu'une rose trémière. C'est déjà bien assez désagréable d'être une fille quand j'aime les jeux, le travail et les habitudes de garçon. Je ne me résignerai jamais à n'être pas un homme. Donc c'est une citation qui, pareil, résonnait d'une façon différente dans ce qu'elle avait d'un peu avant-gardiste, parce qu'on peut le comprendre du point de vue où c'est le personnage garçon manqué, mais aussi qui refuse un peu ce qu'on imposait à cette époque, comme étant, et un peu encore aujourd'hui, comme étant ce qu'on attend d'une femme, quoi, de performer dans son apparence et un peu de servir... le sois belle et tais-toi, c'est ça. Qui est un peu plus dans le caractère de Amy, qui justement est un peu et même de Meg aussi. Ouais, oui, Meg. de Meg carrément aussi, un peu plus dans l'apparence aussi. Oui, je me marie avec le bon époux, même si Meg se marie par amour. Oui. Ouais. Mais il y a un petit côté de regret de ne pas pouvoir être fortunée, cette bourgeoise. Performance sociale. Ouais. Parce que c'est un truc qu'on personne retrouve mondaine. beaucoup, dans le sens où avec ses amis, elle n'a pas les mêmes vêtements, elle n'a pas autant de richesse. C'est ça, et du coup, on voit un peu le décalage entre sa sœur qui lui dit mais on s'en fiche, va t'amuser, prends ton gant, l'autre, on partage nos gants, et puis c'est pas grave, t'en auras un bien, un vieux et rabougri. C'est vraiment l'opposition des caractères qui se complète au final, et du coup, Meg qui finit par épouser quelqu'un par amour. Mais donc, oui, c'est quelque chose que l'on retrouve toujours, c'est cette ambiguïté à chaque fois des personnages qui balancent à chaque fois entre leurs défauts, leur sœur qui va les aider justement à voir autrement la vie
Et Mais avec justement, je trouve que moi, c'est ce qui est hyper intéressant à travers ce livre, c'est que c'est assez rare, enfin peut-être surtout pour l'époque, justement à une période où on avait vraiment cette morale religieuse aussi, des bonnes mœurs, etc. On a des adolescentes, des enfants adolescentes, et du coup, on s'attache à elles parce qu'elles sont, je trouve, très honnêtes et très, très réelles, dans le sens où elles ont des qualités, mais elles ont beaucoup de défauts aussi. Et je trouve que ça les rend vraiment d'autant plus attachantes pour le lecteur, parce que, en fait, ça pourrait être nous, ou ça pourrait être nos copines, ou ça pourrait vraiment... Enfin, moi, ça a fait écho quand j'ai lu ce livre, et j'étais assez jeune, je me rappelle, mais le fait qu'elles soient vraiment naturelles, en fait. Elles ont à la fois des artifices, mais on les voit un peu dans leur côté ridicule et un peu chippy, même peste à certains moments. Ça me fait penser un petit peu très rapidement à la comtesse de Ségur. Ouais. Vous savez, moi je sais qu'on lisait Les Malheurs de Sophie dans un but éducatif. Et t'as un petit peu ça, j'ai l'impression, dans les quartiers du Docteur March. Enfin, nous en France, on avait ça. Et aux États-Unis, oui, elle est américaine, ouais. Les quartiers du Docteur March. C'est ce à quoi ça me fait penser. Moi, c'était les petites filles modèles. Je sais pas si Ah vous oui, connaissez. oui, c'est aussi la comtesse. C'est aussi la comtesse de Ségur. Ah, c'est la comtesse de Ségur aussi. Un bon petit diable, je trouve. C'est aussi de la comtesse. Ça allait bien avec Amy. Mais c'est en fait une petite fille, pire qu'Amy, hein, très capricieuse au début et qui va du coup un petit peu apprendre la vie. Parce que la comtesse de Ségur, elle est sévère. Hein. Là, les filles, elles passent par des moments difficiles, mais pas autant. Mais et ce que je trouve sympa aussi, c'est que pour revenir à leur personnage, l'adaptation récente là, de Little Women là, du film, je trouve que les actrices sont vraiment bien choisies dans ce sens-là où elles sont toutes attachantes et on voit quand même qu'elles sont caractérielles. Ou je pense à Amy, c'est vraiment très affirmée, c'est la capricieuse qui vraiment veut quelque chose. La petite princesse, la petite dernière, tout simplement. La petite dernière qui va brûler les livres de sa sœur. Enfin, tu vois, parce qu'elle n'a pas pu aller au bal ou au théâtre, voilà. Et je trouve que ça, c'est vraiment un coup de maître du roman de base, d'avoir réussi à transmettre vraiment à travers des personnages tout un univers de caractère et de pensée à travers elle. Et c'est hyper intéressant. Et toi, dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, moi j'ai hâte que tu nous lis ce passage. Déjà, juste avant ce petit passage, il y a la première, la note qui n'est pas de Harper Lee, mais de Charles Lamb, avec un accent très très français, et qui écrit les avocats, je suppose, ont été des enfants autrefois. Quelque chose comme ça en français. Ça fait penser à Saint-Exupéry qui dédie son livre aux enfants qu'on a été. Voilà, avant, et je trouve que c'est justement ça marque dans le sens où on a un avocat justement qui est décrit à travers le regard d'une enfant, plus est sa fille. Et du coup, j'adore parce que ça montre bien que en fait, tous les adultes ont été aussi des enfants. Et j'adore cette citation. Mais sinon, le passage tant attendu, c'est vraiment... c'est une des avant-dernières pages. Donc, c'est le moment où on a un changement de point de vue aussi, parce que tout le roman est écrit à travers les yeux de Scout. Et là, justement, on va se focaliser sur Bouradley, donc le voisin, et on lui donne un peu plus de légitimité aussi, parce qu'il a été vu comme un fantôme ou un peu un monstre ou un personnage inquiétant tout au long du roman. Et là, on a justement toutes les saisons qui passent. Donc, on voit l'évolution vraiment du regard de Boo à travers son regard sur les enfants. Donc, c'était l'automne et ses enfants se battaient sur le trottoir devant la maison de Madame Dubose. Le garçon aidait sa sœur à se relever et il rentrait à la maison. C'était l'automne et ses enfants trottaient ça et là autour du coin de la rue, leur visage exprimant leur malheur et leur triomphe. Ils s'arrêtaient devant un chêne, ravis, étonnés, hésitants. C'était l'hiver et ses enfants frissonnaient au portail, ombre chinoise se découpant sur une maison en flammes. C'était l'hiver et un homme marchait dans la rue, jetait ses lunettes et abattait un chien. C'était l'été et il voyait le cœur de ses enfants se briser. L'automne revenait et les enfants de Boo avaient besoin de lui. Et ce passage, je le trouve magnifique. Déjà par l'évolution avec les saisons. Oui, c'est toute une rétrospective du roman. Vraiment, on se rend compte de tous les passages dont il parle. Justement, l'homme qui abat son chien, c'est un moment qui fait partie du roman. Madame Dubose aussi, avec les
les histoires entre Jem, etc., où on voit tous les moments qui nous ont marqués, ou peut-être pas, qu'on a lus et qui font partie du roman, mais qui parfois viennent de 200 pages auparavant, donc on a pu oublier, qui là prennent une autre tournure à travers le regard de Boo et la manière dont il dit. Et les enfants de Boo avaient besoin de lui. Ouais, c'est comme un regard d'amour, en fait. C'est Qui pensait être une menace. Exactement. Dans le roman, en fait, se transforme en forme de tendresse, donc tout est inversé. Et oui, moi aussi, c'est très surprenant même de lire ça à la fin du roman. On s'y attend pas du tout. On s'y attend pas du tout. Et moi, je me rappelle vraiment d'avoir lu ce passage. Et comme je disais tout à l'heure que j'ai dû l'étudier plusieurs fois, dès que je relisais ce passage, je pleurais. Je pleurais à chaudes larmes. Et je me rappelle de le lire à voix haute et de ne pas réussir à lire en entier le passage parce que je faisais que pleurer. Et je l'ai écrit même dans ma chambre depuis que je l'ai lu, donc en seconde. Et il m'accompagne encore, il est vraiment sur le mur devant mon lit. Et j'adore ce passage. Et en plus, ça intervient aussi à un moment où justement, Boo Radley a sauvé les enfants, qui justement, sans donner trop de spoil, il y avait une menace, etc. Et c'est grâce à lui que les enfants sont en sécurité à ce moment-là du livre. Et voilà, je trouve que le fait qu'on se soit inquiété, qu'on ait fait des suppositions tout au long du roman sur son personnage, ce qu'il n'était pas... il y a beaucoup de rumeurs, en fait. Et c'est aussi le fait que ce soit une petite ville où les choses se déforment très rapidement. On en fait des rumeurs, on en fait des suppositions. Et du coup, il y a vraiment une aura qui se dégage de ce personnage, négative et effrayante. C'est un peu le fantôme mystérieux de la ville, personne ne le voit jamais, tout ce qu'on sait de lui... c'est celui qui veille sur la vie dans un certain sens. Exactement, c'est vraiment... et c'est en un sens, c'est celui qui les relie aussi, parce que à tellement de reprises, les personnages se retrouvent pour parler de lui. C'est vrai, ça. Voilà, et je trouve que c'est vraiment un fil conducteur et qui réussit à rendre les personnages les uns avec les autres. Et donc, ce passage, il est vraiment à la fin du roman. En plus, ça me permet de bien clôturer la lecture... Donc voilà, il est magnifique. Et toi, raconte-nous ton passage du Petit Prince. Eh bien, je trouve que dans le Petit Prince, c'est difficile de choisir un passage. Souvent, en fait, moi, j'aimerais bien terminer juste sur quelques citations du Petit Prince, sur lequel je trouverais ça un petit peu grossier de parler. Je sais pas, c'est tellement pur. Et je sais pas, en littérature, on a toujours envie de tout expliquer, de tout décortiquer. Alors que des fois, en fait... Moi, j'ai juste envie de me taire, en fait, devant le Petit lui-même. Prince. Peut-être dans une démarche didactique, je vais peut-être reprendre les plus connus qui centrent des points importants. Une sur l'amitié, c'est ce que dit le renard lorsqu'il s'apprête à se laisser apprivoiser par le Petit Prince. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font entrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé est pour moi inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. C'est tellement doux. C'est tellement doux. On a envie de s'enrouler en boule dans une couverture et de pleurer. J'ai l'impression que dans le roman, c'est surtout le renard qui délivre un petit peu toutes ces... ce qui sont devenus des aphorismes, hein, dans un certain sens. Notamment le renard qui dit au Petit Prince « Adieu, dit le renard, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Et je vous vois hocher la tête parce que ça a été longtemps. Ça a été longtemps écrit sur mon téléphone dans ma coque. Cette citation, elle est incroyable. Enfin, elle est simple, mais elle est trop jolie. Ouais, et ensuite il enchaîne. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Ça vient sur l'amour. Donc pour moi, l'amitié, l'amour. Et ensuite, le deuil. Mais le deuil qui fait une bonne synthèse entre l'amitié, l'amour, enfin toutes les formes d'amour qui sont présentes dans ce roman. En fait, oui, ce roman, c'est toutes les formes d'amour possibles et imaginables. Et je terminerai juste peut-être sur celui-là. Tu regarderas la nuit, les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies.
Et un peu plus loin, les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien d'autre que des petites lumières. Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Waouh, c'est incroyable. Je trouve que c'est une très belle façon de conclure avec cette citation qui est magnifique. Merci Antoine. Vraiment, merci Antoine. Bah, écoutez, c'était très très chouette. Je pense que j'ai envie de relire absolument tous les livres qui ont été énoncés dans cet épisode. Moi, je pense que ce qui m'est resté, c'est que j'ai bien envie de reprendre Le Petit Prince. Ça fait trop longtemps. Oui. Franchement, J'ai oui. envie de prendre un thé. Vraiment, vraiment. de se poser avec Dedans, ouais. ces petites pensées philosophiques. Même si je pense qu'il hurlerait si on parlait de philo. Ouais. Mais, C'est ce qu'on en a fait en fin de compte. c'est ce qu'on en a fait, exactement. Et puis je trouve ça assez... Enfin, j'ai pas envie de faire de la psychologie, mais lui-même, en fait, il est mort dans un crash d'avion dans la Méditerranée. Et il a retrouvé son petit prince. C'est ça. Exactement. Ouais. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. On peut finir sur ces paroles, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Et ben, on vous retrouvera pour un prochain épisode de C'est quoi ton livre ? Et qui sait, avec des nouvelles anecdotes et des nouveaux conseils de lecture. Merci pour votre écoute et votre attention. À très vite. À bientôt. Très vite. Au revoir. Bye bye.